Bonjour. Alors pour le cours 4 aujourd'hui, on va parler d'un cas particulier d'un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Donc c'est un peu la suite du dernier cours, mais on va se concentrer aujourd'hui sur le mouvement de chute libre. Donc qu'est-ce que c'est que la chute libre? C'est lorsqu'un objet est libre dans les airs, on considère qu'il est en état de chute libre. Fait que par exemple, ça peut être qu'on laisse tomber un objet, mais ça peut être aussi qu'on le lance vers le haut, puis là, on le regarde monter en ralentissant et redescendre. Donc, même si, pendant qu'il monte, techniquement, il est dans un cas de chute libre. Dès qu'on ne le touche plus, puis il est dans les airs. Dans tous les exemples qu'on va faire, là, à moins qu'ils soient spécifiés autrement, on va négliger toujours le frottement de l'air. Okay? Parce que si on tenait compte du frottement de l'air, ça devient de la dynamique des fluides et c'est beaucoup plus avancé comme physique que le niveau du cours. Avant de commencer de parler de la chute libre, en fait, je vais faire plusieurs exemples des exercices que vous aviez à faire au dernier cours. Alors, je me trouve à la page 54. Donc, on va faire ensemble, pour commencer, le numéro 1. Donc, on nous donne un graphique et c'est un plateau avec une valeur positive à une valeur de 8. Et si on regarde les unités, ce sont des mètres par seconde. On demande quelle distance parcourt la cycliste pendant l'intervalle de 10 secondes. Donc, ça cesse à 10 secondes ici. Alors, on a vu ensemble que dans un graphique de la vitesse en fonction du temps, il y a une espèce de truc là, pour calculer la distance ou le déplacement. Il s'agit de calculer la surface, qui en fait pas une surface, là, mais l'air entre la fonction et l'axe du temps. Puis, c'est un truc mathématique. Ça va nous donner le déplacement ou la distance parcourue en mètres. Donc, on y va ici avec le calcul de l'aire d'un rectangle. Donc, on va simplement dire la distance parcourue, c'est l'air. Alors, la distance parcourue, ça va être la hauteur fois la base. Donc, 8 mètres par seconde, c'est la hauteur, fois la base qui est de 10 secondes. Vous voyez ici que les unités de seconde s'en vont, ils s'annulent. Et on obtient 80 mètres. Donc, ça, c'est la distance parcourue par la cycliste. Aussi simple que ça, il faut juste savoir ce truc-là. Maintenant, au numéro 2, même page, on a un autre graphique qui est fourni. Cette fois, c'est la position en fonction du temps. Donc, la position en kilomètres en fonction du temps en minutes. Puis, ça ressemble à ceci. On a comme des droites de pentes différentes. Donc, on demande en A. Denise a d'abord couru pendant 20 minutes. À quelle vitesse en kilomètres-heure courait-elle? Donc, le 20 minutes se trouve ici sur le graphique. Donc, on demande quelle était sa vitesse en kilomètres-heure pour les 20 premières minutes. Donc là, la vitesse, on va calculer vitesse vectorielle moyenne. Donc, V égale déplacement. Excusez, mon chien, je ne sais pas si vous l'entendez là, mais quand elle s'installe pour dormir, elle fait toutes sortes de bruits. OK, donc, on a ici le déplacement. Bien, ce qu'on peut lire sur le graphique, c'est les positions. Les positions initiales, position initiale au début ici, finale, sur l'intervalle de 20 minutes. Donc, on va faire la position finale moins la position initiale pour trouver le déplacement et l'intervalle de temps qui va être de 20 minutes. Là, on veut des kilomètres par heure. Donc, il va falloir faire attention là, de transformer notre 20 minutes en heures. 20 minutes, c'est 20 soixantièmes, ou encore on pourrait dire un tiers d'une heure. Donc, 0,333 heures. On y va avec le calcul. Vitesse, donc, ça va être égal à la position finale, c'est 4 km, moins la position initiale, 0, sur le temps écoulé, 0,333 heures. Donc, et on obtient ici que la vitesse de la personne, c'est 12 km/h. Ça, c'est pour le A. Maintenant, en B, on dit ensuite, Denise a marché pendant 1 km. Quelle était sa vitesse tandis qu'elle marchait? Donc, c'est la même question, mais avec des valeurs différentes. Là, on va travailler sur l'intervalle ici, quand elle a passé de la position 4 km à 5 km ici. Ça s'est fait pendant encore une durée de 20 minutes. Même chose ici, calculer la vitesse, bien, ça va être la position finale 5, moins la position initiale 4, ou c'était déjà dit là, que c'était
un déplacement d'1 km, vous auriez pu le mettre directement. Puis on divise par la durée de 0,333 heures. Ça nous donne cette fois une vitesse de 3,0 km/h. Comme dans l'autre cas, ça arrive juste. Donc, on a dit dans les questions, la liste de questions, de sauter la lettre C, parce que ça commençait à être répétitif, là, en fait. Là, on demande en D. Tracer le graphique de la vitesse de Denise en km/h en fonction du temps, le graphique en minutes. Là, j'ai précisé, on va faire seulement sur les 40 premières minutes, vu que c'est celle-là qu'on a calculée. Il n'y aura pas de vitesse négative, donc je vais mettre mon axe en bas. De temps en minutes. Puis la vitesse était maintenue constante. Donc en fait, au début, elle avait une vitesse à 12 km/h pendant les 20 premières minutes. Puis tout à coup, elle s'est mise à marcher. Donc elle est allée beaucoup plus lentement à 3 km/h pour les 20 minutes suivantes. Quand une fonction est un peu discontinue comme ça, on fait un petit pointillé ici qui relie là, la fonction à sa suite. OK? Donc, ça, c'est pour la question 2. J'ai écrit, excusez la lettre C, mais c'était D. On continue maintenant avec le numéro 3 à la page suivante, là, page 55. On dit, Olivier va de Québec à Montréal en autobus. Habituellement, l'autobus roule à une vitesse moyenne de 100 km/h et le trajet dure 2h20 minutes, mais aujourd'hui, il neige et la vitesse moyenne de l'autobus est 70 km/h. On demande quel est le déplacement de l'autobus. On va commencer par calculer la distance que l'autobus va faire. Il va de Québec à Montréal, puis là, avec les informations qu'il nous donne, on peut calculer la distance qui est parcourue en se servant du trajet normal. Parce que en temps normal, on sait que pour une vitesse moyenne de 100 km/h, ça va lui prendre 2h20 minutes pour se rendre à destination. Encore une fois, ici, on va utiliser le fait que 20 minutes par rapport à 1 heure, c'est 20 minutes sur 60 minutes. Donc, c'est 0,333 heures. Donc, on prend ici l'équation de la vitesse scalaire moyenne. Donc, ici, vitesse égale delta x sur delta t. On a la vitesse qui est de 100 km/h. J'écris mes unités pour être sûr que je ne me trompe pas, là, puis qu'ils sont toutes compatibles. Je cherche delta x, puis je sais que ça prend 2,333 heures. Donc là, ce qui va arriver, c'est que je vais obtenir des kilomètres. Pour isoler delta x, je vais faire 100 km fois 2,333. Donc, le déplacement est de 233,3 km. Ça, c'est pour la première partie de la question. Maintenant, en B, on demande quel sera le retard de l'autobus. Le retard de l'autobus, donc, on reprend la même équation. Vitesse égale delta x sur delta t, sauf que cette fois, notre vitesse pendant le voyage n'est pas de 100 km/h. Fait que le delta t, on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Ce qui reste constant, c'est qu'il va se rendre à la même destination. Fait que le déplacement qu'on a trouvé en A, ça, on peut s'en servir. Fait que la situation, là, dans la deuxième journée qui prend l'autobus, là où il neige, on a une vitesse de 70 km/h. Il doit parcourir 233,3 km. Puis là, on se demande combien de temps ça va prendre. Donc, on veut isoler l'intervalle de temps. Pour isoler l'intervalle de temps, là, il est au dénominateur. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais faire fois delta t de chaque côté de l'équation pour qu'il n'y ait plus de dénominateur ici. Fait que je vais avoir 70 fois delta t égale 233,3. OK? Donc là, vous voyez ici, là, je peux isoler le temps. Ça, c'est le temps complet que ça va prendre. Ça va être le 233,3 divisé par 70. Donc, logiquement, ça devrait prendre au total plus de temps parce que l'autobus est plus lent. Donc, on a effectivement 3h,333. Quand on demande quel est le retard de l'autobus, bien, le retard, je dirais que c'est le temps que ça va prendre en plus, en surplus, que la situation habituelle. Donc, si je vais faire mon 3,333 heures, la durée lorsqu'il neige, moins la durée normale, qui était l'heure, il nous ramène à l'heure prévue de l'arrivée, 2,333 heures. Donc, l'autobus aura 1 heure de retard. Je vais faire, je pense, 2 autres exemples. Maintenant, je suis à la page 70.
page 70 au numéro 5. Un graphique est fourni ici. C'est un graphique de la vitesse en mètres par seconde en fonction du temps en secondes. Puis là, on a une droite ascendante. On demande en A. Quelle est la vitesse instantanée lorsque l'intervalle de temps écoulé est de 4 secondes? Donc là, si je vais à 4 secondes ici, ce que je veux, c'est la vitesse exacte à cet instant-là. Donc, la vitesse instantanée, si j'ai un graphique de la vitesse en fonction du temps, je peux simplement aller la lire. La vitesse est en train de changer, sauf que je peux la lire à 4 secondes, puis ça arrive à 5 secondes, si je me réfère dans le livre là, à la valeur. Donc, la vitesse est égale à 5, j'ai dit secondes, c'est des mètres par seconde. Maintenant, en B, quelle est la vitesse moyenne au cours des 4 premières secondes? Là, c'est pas pareil. Okay? Ce qu'on a calculé, c'était la vitesse exacte finale lorsque le temps écoulé était de 4 secondes. Mais maintenant, je veux la vitesse moyenne. Donc, la définition de la vitesse moyenne, c'est le déplacement sur le temps écoulé. Comment on fait pour aller chercher le déplacement lorsqu'on a un graphique de la vitesse en fonction du temps? C'est l'aire entre notre fonction et notre axe du temps. Donc, on va avoir ici à calculer l'aire dans un triangle. Si je reprends mon calcul, donc ça va être l'aire qui va me donner le déplacement, puis je vais diviser par le temps écoulé. OK? Donc, l'aire ici, c'est un triangle. Donc, je vais faire la hauteur 5 mètres par seconde fois la base du triangle 4 secondes, mais je dois diviser par 2. Donc, hauteur fois base sur 2. Et ensuite, je vais diviser par mon intervalle de temps qui est de 4. Donc, 5 fois 4 sur 2, 5 fois 4 fait 20. Divisé par 2, ça fait 10. Ensuite, divisé par 4. Donc, on va avoir 2,5 mètres par seconde de vitesse moyenne. Vous voyez que ce n'est pas la même chose que la vitesse à 4 secondes. On demande ensuite quelle est l'accélération. Ça, c'est la lettre C. L'accélération égale à quoi? Bon, on a ici une situation où l'accélération n'est pas zéro parce que la vitesse se modifie. À ce moment-là, on calcule comment l'accélération? Bien, on peut prendre la définition de l'accélération, mais ça revient à calculer la pente sur le graphique, faire ça. Fait que vous pouvez prendre un ou l'autre des deux moyens, c'est pareil. Si j'y vais avec la définition de l'accélération, c'est la variation de vitesse, donc la vitesse finale moins la vitesse initiale, divisée par l'intervalle de temps. Ça, c'est la même chose que faire le calcul de la pente. Puisque la vitesse finale moins initiale, ça va être la variation des Y sur l'axe Y. Puis le temps delta t, ça va être la variation sur l'axe des X. Alors ici, je vais y aller avec le calcul. La vitesse finale, bon, là, dans un cas comme ça, là, idéalement, on prend un point qui arrive vraiment pile au croisement là, de deux valeurs qui sont sur le graphique, si on veut avoir une valeur précise. Je ne sais pas exactement quel point le livre a utilisé pour faire la solution, mais moi, je vois très bien que le point qu'on a déjà utilisé arrivait juste, là, puis un autre point qui arrive juste, ce serait à 8, non, pas à, oui, à 8 secondes, 10 mètres par seconde. Donc, si je retourne sur le graphique aussi, dans le fond, c'est logique. Pour un autre 4 secondes qui s'écoule, ben on a augmenté encore d'un autre 5 mètres par seconde. C'est important ici de prendre deux points. Je vais prendre le point que je viens de vous montrer, puis le point 0, 0. Donc, la vitesse finale, ça va être 10 mètres par seconde, moins la vitesse initiale de 0 mètres par seconde. Puis là, je divise par le temps final. J'ai choisi le point qui est à 8 secondes, moins le temps initial, 0 secondes. Ça fait une accélération de 1,25. Et quelles sont les unités? Bien, si on avait des mètres par seconde et des secondes, ça va être des mètres par seconde carré. Voilà. Bon, je vais faire un dernier exemple avant de parler de la chute libre. On va à la page 71, le numéro 7. On dit « Thomas roule en voiture à 72 km par heure. Il aperçoit un raton laveur au milieu de la route à 250 mètres devant son véhicule. Quelle doit être son accélération minimale en mètres par seconde pour éviter de frapper l'animal? » Donc, il doit avoir une décélération, là, une accélération qui va être assez grande pour qu'il arrête avant de le frapper. Ce qu'on va faire, c'est la situation limite où est-ce que
pour s'arrêter, ça va lui prendre complètement le 250 mètres. C'est que ça va nous donner la valeur minimum d'accélération qu'il devrait avoir. Qu'est-ce qu'on a comme information? On a la vitesse qui est donnée, c'est une vitesse initiale, parce que là, on sait qu'il va freiner. Donc, on a 72 km/h de vitesse initiale. Puis là, il doit s'arrêter, donc la vitesse finale doit être de 0. C'est pas dit, là, ça c'est quelque chose à quoi vous devez penser lorsqu'il va s'être déplacé de 250 mètres. Comment on va faire pour calculer l'accélération ici? Si on veut y aller en une seule étape, un seul calcul, là, il faudrait aller voir, se référer à la page 60, là, le tableau des équations du MRUA, puis essayer de trouver une équation qui nous fait travailler avec la vitesse initiale, la vitesse finale et le déplacement, puis qu'il y a l'accélération aussi dedans pour pouvoir l'isoler. Je vous fais remarquer ici qu'on cherche une équation qui n'a pas l'intervalle de temps. On ne connaît pas l'intervalle de temps delta t, puis c'est pas ce qui nous intéresse de trouver. Donc, l'équation qui correspond à nos besoins, c'est celle-ci, avec les vitesses au carré. On insère nos valeurs là-dedans. Donc, j'ai 0 au carré pour la vitesse finale et la vitesse initiale. Là, je m'aperçois que j'ai pas des unités qui sont compatibles, ok? J'ai des mètres pour le déplacement, puis j'ai des kilomètres-heure pour la vitesse. Ce que je vais faire, donc, c'est de transformer ma vitesse initiale, je vais la mettre en mètres par seconde. Je vais donc, pour faire ça, prendre le 72 km/h, le multiplier par 1000. Ça va transformer mes kilomètres en mètres, puis diviser par 3600 secondes, qui est le nombre de secondes dans une heure. Ça revient, le calcul que je fais, à faire 72 divisé par 3,6. Et donc, c'est 20 mètres par seconde, la vitesse initiale. Donc là, je peux combiner ça dans la même équation que mon déplacement. C'est ce que je vais faire. Donc, la vitesse initiale, 20 au carré, plus 2, fois l'accélération, c'est ce que je cherche, fois 250 mètres. Donc là, on doit sortir l'accélération de l'équation, l'isoler comme il faut. Donc, le carré, c'est la valeur, le calcul que je vais faire en premier. Donc, 20 au carré, c'est 400. Fait que ça me fait 0 égale 400. Puis là, je vais aussi effectuer la multiplication du 2 puis du 250. Ça va me donner plus 500 fois A. Donc, vous voyez, rendu là, c'est plus si compliqué que ça. Je dois isoler 500A. Donc, je vais avoir moins 400 à gauche égale 500 fois l'accélération. Et il me reste à donc diviser par le 500. Moins 400 sur 500 égale l'accélération que je cherche. Alors, mon accélération ici est négative. C'est tout à fait normal parce que j'avais une vitesse positive. On ne donnait pas de référence dans l'espace, donc on a pris une vitesse positive de 20. Bien, si la vitesse est positive, ça veut dire qu'elle pointe dans le sens positif de l'axe. Bien, si la voiture freine, ça doit absolument pointer l'accélération dans le sens contraire de l'axe. Donc, c'est tout à fait normal d'obtenir un négatif. On a une accélération de moins 0,8 mètres par seconde carré. Ça, c'est la valeur, si je la prends en valeur absolue, 0,8 mètres par seconde carré, il faut au moins que ce soit ça le freinage, là. Mais ça pourrait être aussi une valeur qui est plus élevée là, dans les négatifs, là. Moins 1 mètre par seconde carré, à ce moment-là, il s'arrêterait avant le 250 mètres. On revient maintenant à la notion de chute libre. Vous allez voir le cours 11 apparaître là, dans quelques secondes. C'est un extrait d'un ancien enregistrement, mais c'est bien le cours 4 qui se continue. Si on regarde une balle, par exemple, qu'on laisse tomber, bien, on sait qu'à cause de la gravité, elle va se déplacer de plus en plus vite vers le sol. C'est un mouvement où l'accélération est constante. Donc, ça correspond aux critères pour le mouvement rectiligne uniformément accéléré. Donc ici, on voit par exemple le ballon qui chute. Quand il chute, ça c'est en mauve le vecteur de vitesse qui augmente. Mais le vecteur d'accélération, lui, reste toujours de la même valeur. Là. On le fait suivre le ballon, mais toujours la même grandeur. Il est bien établi qu'un objet qui tombe va avoir une accélération correspondant à une grandeur de 9,8 mètres par seconde carré si on est à proximité de la surface de la Terre. Là, ici, j'ajoute à ça un signe négatif parce que dans nos équations, on travaille avec le sens de l'axe Y vers le haut.
Donc, le signe négatif ici indique simplement que l'accélération gravitationnelle terrestre, c'est dans le sens contraire de l'axe Y, donc vers le bas. Remarquez ici, on vous l'a probablement dit déjà à l'école dans des années précédentes, mais si on fait tomber un gros caillou puis un petit caillou, ils vont avoir exactement la même accélération de 9,8 mètres par seconde carré vers le bas. Ce qui va faire varier l'accélération, ça, ce serait le frottement de l'air. Là, le frottement de l'air, il est négligeable comme ça si on fait tomber un petit caillou comme ça ou un gros caillou. Mais si on fait tomber un objet où l'air frotte vraiment beaucoup, par exemple une plume ou un mouchoir, ben là, à ce moment-là, là, ce sera plus vrai que l'accélération pour cet objet-là serait de moins 9,8 mètres par seconde carré. Mais dans les exercices qu'on va faire, on va s'en tenir à des objets qui ne frottent pas énormément sur l'air, donc on va pouvoir utiliser cette valeur-là. Alors là, je prends le temps de vous dire, là, il faut que vous gravez ça dans votre mémoire, OK? Parce que c'est pas fourni à l'examen. Puis il faut pas non plus l'utiliser n'importe quand. Mais si on vous dit qu'un objet qui tombe, ou si la situation décrit ça, un objet qui est en train de tomber, une personne qui est en train de tomber, une fourchette, une balle, n'importe quoi comme ça, il faut que vous puissiez sortir de votre mémoire que l'accélération de l'objet, c'est moins 9,8 mètres par seconde carré. Parce que ça ne vous sera pas dit dans le problème. Puis si vous ne le savez pas, bien, vous allez avoir l'impression qu'il manque d'informations. Fait que cette accélération-là, il n'y a rien de différent, là. C'est juste que si on sait que c'est la valeur de l'accélération, on peut l'insérer dans les équations du MRUA. Je les ai encerclées ici, là, les équations, les endroits où paraissent les valeurs d'accélération. Fait que ce sont les mêmes équations que vous allez utiliser, la page 60 encore, mais si vous savez que l'objet est en train de tomber, bien, le A ici prend la valeur moins 9,8. Une dernière chose que je veux mentionner sur le mouvement rectiligne uniformément accéléré versus la chute libre, bien, je ne devrais même pas dire versus, là, c'est dans la même catégorie de mouvement. Je vais vous le montrer avec les graphiques. OK? On a déjà vu que les graphiques typiques pour un mouvement rectiligne uniformément accéléré avaient, pour la position en fonction du temps, une forme de section de parabole. Pour la vitesse en fonction du temps, ça doit être une droite. Puis pour l'accélération en fonction du temps, elle est constante, donc ça doit être un plateau. Si on se penche sur une chute libre, voici les graphiques d'une chute libre. Si on considère, mettons, qu'on fait tomber une balle en direction du sol. Donc on ouvre notre main puis elle tombe vers le bas. Ce qui va arriver, c'est que la balle ici, ben, j'aurais pu mettre un Y là, parce que la position est verticale. Là. Je l'ai laissé en X de façon générale, mais on pourrait aussi dire Y. Donc, la vitesse au début est lente, là, est 0 quand ça part de la main. Puis là, après ça, ben, ça va de plus en plus vite. Donc, la position ici va diminuer, mais de plus en plus vite par rapport au temps. Donc, ça correspond bien à une section de parabole. Si on regarde la vitesse, ben, la vitesse commence à 0. La vitesse, elle va être dirigée vers le bas, donc elle va être négative et de plus en plus négative. Okay? De plus en plus grande dans les valeurs négatives. Puis notre accélération ici, c'est la valeur moins 9,8, donc c'est un plateau ici à cette valeur-là sur l'axe de l'accélération. Ça correspond à tous les critères là, pour le mouvement MRUA. Donc voici ce que vous avez à faire pour le cours d'aujourd'hui. Il y a moins d'exercices qu'au dernier cours. Je sais que c'était assez substantiel. Vous avez à lire le petit encadré à la page 65, l'encadré 2.15, puis ces exercices ici à faire. Donc vous avez ensuite les réponses des exercices qui sont demandés.